Bonjour à tous, vous allez découvrir un podcast Turning Point. Bonjour, je suis Michel Mornet, coach de dirigeants et je suis un des fondateurs du cabinet Turning Point. Dans cet épisode, nous accueillons Thomas Périlleux. Thomas est sociologue et clinicien, professeur à l'université de Louvain en Belgique et nous allons le rencontrer autour de son ouvrage « Le travail à vif ». Cet ouvrage a été lauréat 2024 du prix Penser le travail Sciences Po Le Monde, soutenu par Turning Point. Bonjour, c'est un plaisir d'être là avec vous. J'ai eu envie de résoudre une énigme. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans les organisations marchandes, non marchandes, pour aboutir à ce qui apparaît comme une véritable casse humaine ? Ça fait une quinzaine d'années que je suis intervenant dans une clinique du travail à Liège et en consultation privée à Namur. Et j'ai voulu réfléchir et témoigner de ce que j'entends dans ces consultations. Pourquoi vous avez été particulièrement sensible à ce sujet ? Qu'est-ce qui a fait que ça vous a donné envie de l'explorer davantage ? Donc ça fait une quinzaine d'années que j'interviens, ce n'est pas récent, mais il me semble que les questions du travail sont devenues de plus en plus vives, de plus en plus cruciales pour des personnes qui y perdent d'une certaine manière leur élan vital. Alors justement, vous parlez de la casse au travail. Qu'est-ce qui est cassé au travail ? Je pense que ce qui est cassé au travail, c'est d'abord le rapport que la personne entretient avec sa propre activité. Tout ce qu'elle a pu y mettre comme attente, comme idéaux, comme recherche de réalisation d'elle-même, comme lieu possible de réalisation de sa créativité. Ça, c'est un premier aspect de la casse. Le deuxième aspect, c'est les liens sociaux, les liens de coopération, la dimension du collectif qui est en train de s'effriter sous la pression de l'individualisation, bien sûr, mais aussi par la difficulté de continuer à constituer des collectifs qui soient solides. Et cette difficulté, elle revient aussi bien aux travailleurs qu'aux organisations et aux entreprises. Alors dans votre ouvrage, vous soulignez notamment 3 situations. Situation d'épuisement, situation de sentiment d'impuissance, situation de honte. Est-ce que vous pourriez, Thomas, nous donner davantage d'illustrations ? Oui, alors ce sont 3 récits qui commencent le livre. J'ai voulu essayer d'être proche des paroles des patients. Ça me paraissait très important d'entendre ce qu'ils disent à partir de leur expérience de travail. Alors le premier récit, c'est celui d'un technicien dans une grande banque qui arrive en consultation avec un diagnostic de burn-out. On le traduit habituellement par le terme d'épuisement. J'ai préféré parler d'effondrement pour marquer à quel point c'était une crise brutale dans laquelle le corps lâche. Un matin, il n'a plus pu se lever, il n'a plus pu trouver la force d'aller au travail. Alors le burn-out, habituellement, on le caractérise par 3 dimensions. C'est l'épuisement physique, émotionnel, une perte d'efficacité et un sentiment de dépersonnalisation. Ce que la situation m'a montré, c'est à quel point ce diagnostic est complexe. La plupart du temps, d'ailleurs, quand les patients arrivent en consultation, ce que je leur demande, c'est ce que le diagnostic signifie pour eux. En l'occurrence, très vite, ce technicien m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde dans sa tête, beaucoup de voix qui parlaient. Et je crois que de me le dire a permis d'établir un lien de confiance. On pourrait assez vite aller vers un diagnostic davantage psychiatrique. Il y a eu une prise en charge de ce patient qui n'en pouvait plus. Et en même temps, j'ai été prudent en réservant la consultation à l'abord vraiment des questions de travail. Et qu'est-ce qui se jouait pour lui dans son travail ? C'était d'abord une surcharge, ensuite une modification très radicale des façons de travailler. Il avait par exemple inventé toute une série de bidouillages qui lui ont été interdits par l'entreprise en introduisant des méthodes informatisées de contrôle. Et troisième point, c'était l'interdiction de parler avec son équipe et avec la direction de problèmes techniques s'il n'amenait pas les solutions avec son équipe. Cette interdiction-là, c'est un point de rupture pour lui. C'est assez catastrophique. Ça signifie que quand on identifie une difficulté, on n'a pas le droit d'en parler et d'en faire part à la direction si on n'amène pas les solutions.
Alors on peut comprendre que du côté de l'encadrement, c'est difficile d'entendre des personnes ramener des situations complexes, problématiques, et qu'ils renvoient la responsabilité de la recherche de solutions à leurs subordonnés. Mais pour lui, cette interdiction a signifié qu'il fallait garder le silence, et ça a créé d'une certaine façon un univers de travail mensonger. Il n'était plus possible de parler du travail réel. Ça, pour nous, c'est vraiment un point de fond dans les consultations cliniques. Alors l'évolution de cette consultation, ça a consisté à, pour lui, d'abord réfléchir à son propre rapport au travail. Il était devenu un gêneur dans l'entreprise. Pardonnez-moi l'expression, on pourrait dire qu'il était devenu un emmerdeur. Et il a progressivement éclairé le fait que devenir gêneur, c'était aussi en partie de son fait, parce qu'il aimait provoquer. Il aimait cette attitude de provocation. Et ça l'a questionné de se dire que d'abord cette attitude n'était plus possible et ensuite de se demander d'où elle venait. Ça a fait émerger toute une série de questions dans son rapport à sa propre histoire. La deuxième dimension, ça a été de réfléchir avec lui à des façons de se positionner différemment par rapport à son équipe. Pas seulement par rapport à la direction générale, mais aussi avec ses propres subordonnés. Comment recréer des liens dans son équipe, là où il avait tendance à mettre un peu les travailleurs en opposition les uns avec les autres, à penser qu'il avait, lui, toujours la bonne solution, en tout cas la bonne analyse de la situation, et donc de se fermer progressivement aux interpellations de ces travailleurs. Donc retrouver des liens de solidarité en collectif a été quelque chose d'assez décisif dans l'évolution de sa situation. Voilà pour l'effondrement, premier récit. Le deuxième récit, c'est un récit qui porte sur la honte. C'est un mécanicien qui travaillait dans une petite entreprise familiale et qui a été progressivement, lui aussi, conduit à un arrêt de travail. Alors la honte, c'était celle de ne plus pouvoir faire son travail comme il l'entendait, c'était de ne pas avoir tenu le coup, d'être isolé. C'était aussi de ne pas faire entendre sa voix dans le milieu de travail. Très vite, il a expliqué à quel point il était silencieux. Dès qu'il avait une revendication à formuler, il la retenait pour lui. Il était honteux d'avoir pris cette position systématique d'être taiseux et donc d'une certaine manière de s'effacer. Alors la traversée de la honte, elle a évidemment des échos par rapport à ce qui se jouait dans son milieu de travail. Une petite entreprise avec une direction extrêmement autoritaire, pour ne pas dire tyrannique, un encadrement qui veillait à ce qu'on ne lui laisse pas la parole, des horaires de travail extrêmement lourds à tenir. Donc, toutes les conditions de travail étaient très, très lourdes. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'a pas trouvé les leviers pour les contester et pour créer des liens de solidarité avec ses collègues. Alors la consultation a consisté à rechercher sous ces couches successives de honte ce qui pouvait continuer à l'animer dans sa vie. On a pu faire émerger ce qui avait été un souhait, un désir qui le portait dans sa jeunesse et il a pu se remettre à pratiquer cette activité qu'il avait voulu pratiquer depuis toujours, qui était la menuiserie. Et là, il y a une issue magnifique, je trouve, c'est de pouvoir retrouver dans une autre activité, en l'occurrence manuelle, avec toute la dimension de la sensibilité que l'activité de menuiserie permet, retrouver ce goût à la fois du travail, mais aussi le goût de la vie. Et il y a eu à ce moment-là une vraie ouverture pour reprendre pied et se développer autrement. Et puis le troisième récit, c'est un récit sur le sentiment d'impuissance chez une psychologue qui est en charge d'adolescents dans une institution qui s'occupe donc de jeunes victimes de violences intrafamiliales. Elle arrive en consultation en me mettant au pied du mur. Ça, c'est très frappant. Grosso modo, elle vient me disant « Je suis ici, mais je sais que vous ne pouvez rien pour moi ». Elle transmet un sentiment d'impuissance, en partie en me le faisant vivre moi-même, en me disant « Vous allez être aussi impuissant. Et écoutez ce que j'ai à vous dire. Ce que j'ai à dire, c'est à quel point je suis confronté à des situations de violence répétées, répétitives, sans aucun moyen d'intervenir. » Elle m'a raconté des cas extrêmes où ces jeunes pouvaient être victimes non seulement de violences graves, mais proches de ne plus pouvoir vivre parce qu'ils s'étaient maltraités. Donc des situations de survie ou vraiment de menaces vitales dans lesquelles elles ne parvenaient pas à intervenir.
Les institutions autour d'elle lâchaient, ses collègues étaient absents ou ne voulaient pas en entendre parler. Et donc, un sentiment d'impuissance radicale. J'en parle aussi parce que c'est quelque chose que j'ai entendu souvent dans d'autres métiers, en particulier les métiers qui ont trait aux relations humaines et aux soins au sens large du terme, les métiers de la relation. Ce sont des métiers où les professionnels peuvent se sentir dans des impasses, sans moyen d'action, sans moyen d'intervenir dans des situations qui sont extrêmement détériorées, parfois même gravissimes. Alors comment traverser de nouveau ce sentiment d'impuissance ? Ce qui apparaissait, c'est qu'il était double, à nouveau. C'était à la fois son propre sentiment et c'était les moyens indisponibles ou rendus indisponibles par l'institution. Et de nouveau, c'est la conjonction des deux qui est problématique, qui fait le nœud à essayer de défaire. Du côté de l'institution, elle a raconté très clairement, par exemple, qu'il n'y avait plus de réunion d'équipe, que sa chef de service était absente et que quand elle lui demandait quelles étaient les priorités pour son service, la chef de service répondait « tout est prioritaire ». Alors quand on vous répond ça, si tout est prioritaire, plus rien ne l'est. Ça place le professionnel presque forcément dans une impasse. Et puis comment alors elle peut se sortir de cette impasse ? Je pense que là, la consultation a vraiment consisté à essayer de revenir au réel du travail, dans des situations très précises où elle a pu raconter comment, malgré tout, elle parvenait à faire se décaler un peu les choses, de telle sorte que, effectivement, elle ne changeait pas radicalement la vie de la famille, mais des ouvertures étaient possibles. Donc, lutter contre ce sentiment d'impuissance, ça veut dire, par exemple, ne pas confondre le fait d'être impuissant et un certain nombre d'impossibilités qui se posent dans l'exercice du métier. Tout n'est pas possible. Contrairement à ce que parfois le management veut faire croire, ce n'est pas possible d'éviter toutes les violences intrafamiliales. Ce n'est pas possible dans un milieu de travail d'éviter les conflits. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a de l'impossible qu'on est impuissant. Et je pense que c'était vraiment cette différence-là qu'il a fallu travailler dans la consultation. Parvenir à dire oui, il y a de l'impossible et peut-être même qu'on y est tenu, parce que c'est là que ça devient intéressant de travailler. Et là, c'était vraiment de nouveau passionnant de voir à quel point, en parlant de situations très très concrètes, comment elle faisait dans les cas précis de relations avec les institutions, avec les familles, avec les parents, avec les jeunes, comment elle parvenait à intervenir, mais sans savoir quels étaient les résultats de cette intervention. Ça, pour moi, ça a été aussi un très grand enseignement, de se dire, on peut travailler sans connaître à l'avance ce que le travail produira comme effet. En tout cas, dans ces métiers-là, c'est fondamental. Je crois que c'est vrai pour des métiers de manager. Les managers ne sont pas forcément directement conscients des effets de leurs interventions. Il faut attendre parfois ce qu'on appelle l'après-coup. Qu'est-ce qu'une intervention produira comme effet ? Ça rend assez modeste de se dire peut-être que je ne vois pas d'effet, peut-être que je ne les verrai pas immédiatement. Donc il y a toute la difficulté de l'évaluation, mais on peut au moins parier sur l'espoir qu'un changement advienne, qu'on n'aura pas complètement maîtrisé, mais dont on aura été peut-être un moteur ou en tout cas un initiateur. 2 questions à vous poser, Thomas. Dans vos observations, dans ce travail cassé, comme vous le dites, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'histoire de la personne, de ce qu'elle porte en elle-même et de la confrontation avec le travail, Qu'est-ce qui est systémique dans le travail qui pourrait accentuer des problématiques personnelles ? Pour moi, c'est une question clé, cette question du lien et parfois du nœud entre les dynamiques personnelles, notamment héritées d'une histoire familiale, d'une histoire personnelle, et puis l'aspect systémique dans l'organisation du travail. En général, on cherche à dire c'est l'un ou l'autre qui est en cause. Par exemple, dans un burn-out, est-ce que c'est la charge de travail ou est-ce que c'est la faiblesse du travailleur ou même peut-être sa façon de s'y prendre avec son travail ? Je crois qu'on doit dépasser la dichotomie et se dire c'est l'un et l'autre. C'est toujours une conjonction. Parvenir à rentrer dans ce raisonnement conjonctif, ça veut dire être attentif à ce que la personne apporte d'elle dans son rapport au travail et en même temps ne pas négliger les effets de contexte et l'organisation systémique du travail. En général, au sein de l'un ou l'autre, il me semble que c'est important de tenir les deux ensemble pour éviter 2 excès. Le premier excès,
C'est ce qu'on pourrait appeler la psychologisation. On entend parfois des personnes dire qu'elles ont consulté un psychologue ou un intervenant et qu'elles ont parlé de leurs difficultés avec leur chef, par exemple, et qu'on leur a répondu « Ça se passait comment avec votre père ?» La question n'est pas inutile, elle est même parfois éclairante, mais ce n'est qu'un aspect. Et si on ne s'en tient qu'à ça, bien entendu, on psychologise des questions qui ont une portée collective. Comme disait Dominique Lhuillier, là, on risque de transformer le problème social de l'oppression en problème personnel de l'opprimé. Ça, c'est un premier écueil. Le deuxième écueil, c'est à l'inverse, de négliger tout ce qui est de la dynamique subjective du travailleur, de sa façon singulière de s'y prendre avec son travail. Cette façon singulière, elle est d'une certaine manière inscrite dans le contexte et parfois exploitée dans le contexte. J'essaie d'en prendre un exemple, le cas très très fréquent de ce qu'on appelle le perfectionnisme. Quand les personnes craquent et qu'elles sont en épuisement, dans cette optique de l'effondrement, la plupart du temps, elles vont dire « mais j'étais perfectionniste. Je ne parvenais pas à faire autrement que de me dire il faut toujours faire mieux ». Ce perfectionnisme, il peut être exploité par l'entreprise. Alors aujourd'hui, on commence à tempérer les choses. Vous avez un certain nombre de managers qui disent il faut limiter cette implication, il faut mettre des bornes, il faut justement éviter que la personne cherche à aller au-delà de ses propres limites. Mais c'est parfois ambigu, parce que parfois le manager va dire ne prends pas ton travail trop à cœur. Cette injonction-là, elle est franchement très ambiguë, parce qu'en même temps, on attend une performance élevée, et en même temps, on va dire tu peux te satisfaire d'un travail de moindre qualité. Là, il y a un arbitrage compliqué et je pense parfois assez néfaste pour le travailleur. C'est un exemple, parmi d'autres, de ce lien qu'il faut chercher à tenir. Il faut rappeler que, par exemple, les personnes qui sont en burn-out, ce ne sont pas les travailleurs fragiles psychologiquement. Ça n'est pas seulement une question individuelle. Ça a une ampleur aujourd'hui sociétale. Ça tient effectivement à des contraintes de l'organisation du travail qui sont intériorisées par les travailleurs. Alors justement, dans votre ouvrage, vous évoquez les révolutions managériales des années 1980. Vous pouvez nous en dire davantage sur les écueils éventuels de cette révolution managériale ? Cette révolution managériale, elle a cherché à introduire un nouveau rapport au travail en même temps que de nouvelles formes d'organisation du travail. Elle a repris à son compte les idéaux critiques qui étaient portés par certains mouvements sociaux. C'est ce qu'ont bien montré, me semble-t-il, Luc Boltanski et F. Chiapello dans le livre « Le nouvel esprit du capitalisme ». Le management a repris à son compte des idéaux comme celui de la créativité, de la responsabilité, de l'initiative, en lutte contre la bureaucratie, les pesanteurs de la hiérarchie, le taylorisme, la robotisation des tâches, l'abrutissement des travailleurs. On a créé cette figure d'un travailleur autonome, responsable, sujet de sa propre existence en même temps que de ses propres tâches. C'était un modèle attrayant au départ, il me semble. Les dérives, c'est dans l'application. Vu le contexte de transformation du capitalisme vers un capitalisme financier, les entreprises ont cherché à intensifier le travail et on voit aujourd'hui que cette intensification est avérée, donc c'est faire plus en moins de temps. Ça a produit une individualisation très nette, mais aussi, dans certains cas, à travers des procédures de travail, une perte de sens du métier. Le métier a parfois été vu comme un archaïsme. C'était une référence ancienne. Il s'agissait de travailler autrement, de ne plus se référer aux anciennes règles qui étaient considérées comme des pesanteurs. Mais pour un certain nombre de professionnels, c'était ce qui donnait le socle de leur identité et le sens de leur métier. Alors aujourd'hui, on voit apparaître de façon vraiment très forte cette aspiration au sens. Un livre de référence, par exemple, c'est celui de Thomas Coutreau et Coralie Pérez. Le sous-titre de leur ouvrage, c'est « Le sens, une aspiration révolutionnaire ». Ça indique à quel point l'attente et la recherche de sens est importante pour les travailleurs aujourd'hui. Mais elle ne trouve pas sa réalisation dans des conditions de travail où le métier n'est plus valorisé, n'est plus considéré comme un socle sur lequel s'appuyer.
Il y a eu une certaine méconnaissance, pour ne pas dire un mépris, dans de nombreux cas, des conditions du travail réel, des difficultés du travail et de ces valeurs de métier qui étaient soutenues par des professionnels. Alors justement, dans ce contexte que vous décrivez, d'après vos observations, qu'est-ce qui peut permettre d'éviter ou de soigner éventuellement ce que vous observez ? Je pense que le premier axe qui est peut-être le plus fondamental, c'est de rouvrir des chemins de parole. Pouvoir créer ou restaurer des lieux où parler du travail réel. Parler de ce qui fait le réel, c'est-à-dire très précisément là où on est en difficulté par rapport à son travail. Pas là où on réussit, pas là où on fait les belles performances, mais là où on ne parvient plus à accomplir cette tâche. C'est difficile. Dans beaucoup de cas, on préfère taire ces difficultés parce qu'elles pourraient être utilisées à notre désavantage ou tout simplement parce que le management n'est pas en mesure de leur donner suite. Donc, rouvrir des chemins de parole, se donner le temps d'écouter, de parler. C'est pas simple, hein. On a beaucoup dit que dans l'espace public, il fallait libérer la parole. Encore faut-il se demander dans quel cadre et avec quelle portée. Je crois qu'il n'y a rien de pire que des lieux de parole qui ne sont pas suivis des faits. C'est vécu alors comme une tromperie par les salariés et ça ne fait que redoubler en fait leur sentiment de ne pas être entendu. Donc cette première perspective est fondamentale pour moi. C'est aussi redonner du poids aux mots qu'on utilise, être attentif à leur force et parfois aussi contester certaines dérives dans l'usage d'un langage qui ne dit pas ce qu'il cache, qui est un usage parfois manipulateur et abusif. Le deuxième axe pour moi, c'est à partir de cette parole, retrouver des liens de coopération. La coopération n'a pas été valorisée, même si on a beaucoup dit que le travail d'équipe était important. La coopération suppose des liens de confiance et elle suppose ce passage par une parole vraie sur ce qu'on rencontre au travail comme obstacle. C'est retrouver ce socle d'une coopération qui va alors permettre, ce serait un troisième axe, de redéployer de la création. La création, je la vois à la fois dans la possibilité d'aménager son poste de travail, de devenir inventif, de trouver des solutions, se dégager parfois des carcans de pensée dans lesquels on s'enferme parfois soi-même. Et puis la création, c'est aussi, sur le plan collectif, des possibilités de création institutionnelle. Je suis très admiratif de lieux institutionnels qui ont inventé des façons de faire nouvelles. Par exemple, des lieux dans les milieux de soins où il est possible de travailler de façon participative, y compris avec les patients. Pour moi, ça renverse assez radicalement les façons de faire antérieures. Et dès que les professionnels sont en mesure de s'engager dans ces directions, ils retrouvent un plaisir de penser qui est vraiment fabuleux. On a pu le constater, nous, dans des interventions en collectif, à quel point, quand des professionnels se réunissent et trouvent même localement et ponctuellement des façons de se parler qui permettent de redire la richesse de leur métier, le plaisir de penser est magnifique. Ils sont emportés à nouveau par la passion qui peut les animer dans leur activité. Merci Thomas. Merci. Je retiens notamment dans votre bel ouvrage, dans sa conclusion, on ne travaille jamais seul, on travaille avec d'autres, pour d'autres. Merci. Nous sommes heureux de vous avoir partagé cette expérience Turning Point et vous donnons rendez-vous au prochain épisode.